Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Donc la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin, je vous le disais tout à l'heure, et les grands titres de la presse israélienne sont consacrés aux enquêtes contre le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Et le Yediot Aharonot consacre sa manchette donc à ces enquêtes. Il affirme pouvoir dire ce matin que M. Netanyahou est soupçonné dans les deux affaires 1000 et 2000 de corruption et d'abus de confiance, d'où le journal Le Sait-il. Le Yediot Aharonot se réfère pour cela à l'ordre de censure qui a été publié hier par la police israélienne, par le département des investigations de la police, 443. Dans ces deux affaires, il y est écrit dans cet ordre qu'il y a là risque de corruption et d'abus de confiance dans ces deux affaires. Le journal cite la réaction de l'entourage du Premier ministre. Il s'agit là d'une campagne destinée à destituer le pouvoir actuel. Le Yediot Aharonot cite toujours en sous-titre ce matin sur les 3/4 de sa première page la réaction du conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit qui a demandé hier qu'on le laisse travailler. Nous sommes en train de progresser, a-t-il déclaré. Pour Nahum Barnea, dans le Yediot Aharonot, la tempête approche et le célèbre éditorialiste d'écrire celui qui fera chuter Binyamin Netanyahou n'est ni Yair Lapid, ni Avi Gabay. Celui qui fera chuter Netanyahou, c'est Netanyahou lui-même, ou peut-être aussi sa femme, ou alors encore son fils, ou tous ensemble. Bref, ce sont les Netanyahou qui risquent de faire chuter le Premier ministre. Sima Kadmon, elle, toujours dans le Yediot Aharonot, parle de danger que représente Ari Haro, l'ancien directeur de cabinet pour le Premier ministre. Son ancien directeur de cabinet n'a jamais été perçu comme un homme fort et il ne se sacrifiera pas pour Binyamin Netanyahou. Dès qu'il ouvrira la bouche, le Premier ministre aura un véritable problème, affirme-t-elle ce matin, toujours dans le Yediot Aharonot. Et même Yoaz Handel, qui fut l'un des très proches conseillers de Binyamin Netanyahou il y a quelques années, écrit ce matin dans le journal « L'heure est venue de trouver un remplaçant. Je suis tout à fait d'accord pour reconnaître avec le supporter inconditionnel de Bibi beaucoup de ses succès, mais là, il n'y a pas de raison pour que la droite choisisse la politique de l'autruche. Netanyahou sera remplacé tôt ou tard, soit à cause de ses affaires judiciaires, soit dans les urnes. Quant à Ben Dror Yemini, il parle du fauteuil brûlant et branlant du Premier ministre, mais pour Ben Dror Yemini, ce ne sont pas obligatoirement les affaires qui risquent de précipiter le départ du Premier ministre, mais plutôt sa gestion de la crise du Mont du Temple, très critiquée, y compris dans les rangs du Likoud. Le Maariv consacre aussi sa manchette à ses soupçons et il se demande si le Premier ministre ne risque pas d'être inculpé précisément dans l'affaire 2000 pour ses contacts problématiques avec Nouni Moses, le patron du Yediot Aharonot. Pour Ben Caspit, l'un des éditorialistes les plus anti-Bibi sur le marché israélien, la chute de Netanyahou n'est plus une utopie. On ne peut plus parler de conspiration. Les soupçons sont sérieux. Il s'agit de soupçons qui prennent forme. C'est une enquête judiciaire. Cela ne vient ni de la gauche ni de la droite. Et derrière les murailles de silence, la vérité commence à poindre, écrit ce matin donc Ben Caspit dans le Maariv. Par contre, l'avocat Yechiel Goodman affirme en page 1 de ce même journal que ces titres autour de la corruption et d'abus de confiance ne sont que des titres théâtraux et une dramatisation exagérée de la situation. Yechiel Gutman explique que l'ordre de censure de la police est destiné à obtenir que ces enquêtes soient éloignées du public et des médias, mais cela ne signifie aucunement que c'est Binyamin Netanyahou lui-même qui est soupçonné de corruption ou d'abus de confiance. Et dans le Haaretz de ce matin, Yossi Werther, l'une des plumes célèbres du journal, écrit ce matin que si Ari Haro devient effectivement témoin à charge de l'accusation, comme on en a parlé au cours des derniers jours, Binyamin Netanyahou n'aura plus qu'à être humilié en quittant la présidence du Conseil, car en effet Ari Haro peut permettre aux enquêteurs de disséquer les enquêtes 1000 et 2000 comme l'on dissèque du thon. Fin de citation. Et justement, alors que le Yediot et le Maariv consacrent leurs manchettes et plusieurs éditoriaux, comme nous venons de le voir, au problème de Binyamin Netanyahou, le Israël Hayom, lui, ne le mentionne que dans un petit encart en première page, soupçon de corruption dans les affaires 1000 et 2000, comme cela est précisément indiqué dans l'ordre de censure dont nous avons parlé, sans mention, cette fois, du suspect. Et en page intérieure, le journal souligne que la police n'a pas détaillé qui était suspect et de quoi, donc affaire à suivre, bien entendu, au cours des prochains jours. Tous les médias et les sites d'information se font l'écho d'un nouveau développement important dans l'affaire Elor Azaria. L'ex-soldat israélien
a décidé hier soir de ne pas déposer de nouveaux recours devant la Cour suprême contre sa condamnation et la confirmation de cette condamnation à 18 mois de prison par le tribunal militaire, puis par la Cour d'appel militaire, pour avoir tué un terroriste palestinien à Hebron le 24 mars 2016, alors que ce terroriste avait été neutralisé et qu'il était à terre. Pourquoi Elor Azaria a-t-il décidé de renoncer à ce second appel? Probablement parce qu'il a compris qu'il n'avait aucune chance d'obtenir gain de cause ou la moindre chance d'avoir un acquittement de la part de la Cour suprême. En effet, la Cour suprême, nous expliquent les éditorialistes et certains experts en matière juridique, n'a pas l'habitude de casser des jugements de tribunaux militaires, surtout pas lorsque les faits sont très clairement déterminés, qu'il ne s'agit pas donc d'une question de principe. Azaria et sa famille ont compris qu'un recours ne ferait que retarder la mise en application de la peine. Mais il est aussi probable que l'ex-soldat et sa famille ont décidé de se démarquer de la position jusqu'au boutiste de leur avocat, le très controversé Yoram Sheftel. Les journaux expliquent qu'Azaria a écrit une lettre au chef d'état-major de Tsahal dans laquelle, sans demander pardon, il exprime pour la première fois une forme de regret. Si j'avais su que le terroriste ne portait pas d'explosifs, je ne l'aurais pas tué, a-t-il écrit. Cela pourrait peut-être suffire au général Eisenkot pour aller au-devant de l'ex-soldat en réaménageant sa peine, peut-être en la réduisant comme l'a demandé Elor Azaria dans cette même lettre. Je vous le disais tout à l'heure, nouvelles émeutes ou manifestations violentes à Jaffa hier soir après l'arrestation par la police du frère de Mahdi Saadi, ce délinquant arabe-israélien qui a été tué par les forces de police en fin de semaine dernière après une course-poursuite dans les rues de Jaffa. Les notables de la ville avaient alors accusé la police d'avoir eu la gâchette facile. Hier soir, vers 20h30, une nouvelle manifestation spontanée s'est déclenchée sur la rue Yefet, la principale artère de Jaffa. Les manifestants ont saccagé des vitrines, incendié des bennes à ordures et lancé des pierres en direction des forces de police. Des forces de police qui, vers 22h30, ont réussi à disperser ces manifestants. En début de semaine, le cheikh Raed Salah, qui est considéré comme l'un des principaux incitateurs dans ces manifestations dans le secteur arabe israélien, qui est le chef du mouvement islamiste radical israélien, s'est rendu au domicile de Mahdi Saadi et a vivement critiqué à cette occasion les forces de sécurité israéliennes pour avoir tué le jeune délinquant, donc un arabe israélien. Ces heurts interviennent quelques heures après que l'une des grandes figures de la communauté arabe israélienne, le juge Salim Djoubran, ait pris officiellement sa retraite de la Cour suprême au cours d'une émouvante cérémonie au cours de laquelle ses pairs et les autres juges de la Cour suprême, et en particulier la présidente de la Cour, Myriam Nahor, lui ont rendu un vibrant hommage. Salim Djoubran a été le premier juge arabe à être nommé à la Cour suprême de manière permanente. Le dernier verdict rédigé hier par le juge Djoubran sera porté au désir de couples homosexuels israéliens de vouloir entamer un processus leur permettant d'avoir des enfants via une mère porteuse, un processus qui n'est pas autorisé pour l'instant en Israël. Le juge a renvoyé ce dossier brûlant à la Knesset qui devra statuer à ce sujet dans les 6 prochains mois. Les journaux télévisés d'hier soir et les journaux papiers de ce matin mentionnent également la tenue hier après-midi à Jérusalem de la Gay Pride. Selon le Maariv, 20 000 personnes y ont pris part. Elles étaient entourées d'un cordon d'1 millier de policiers afin d'éviter tout débordement et de garantir la sécurité des participants. Et ce, bien sûr, après l'attentat qui a coûté la vie il y a 2 ans à Shira Manki, assassiné par un juif orthodoxe. La parade s'est déroulée sans incident. Sur le plan économique et social, le Israël Hayom consacre, lui, ce matin, sa manchette au très sérieux problème du consortium pharmaceutique Teva. Teva s'effondre, titre le quotidien gratuit. Cette célèbre compagnie porte-étendard de l'industrie israélienne est réputée pour son sérieux, a perdu 6 milliards de dollars dans le second trimestre de l'année. Conséquence directe, l'action de Teva à la bourse de Tel Aviv a baissé de 17,8% et de 23% à la bourse de New York. Le consortium devrait licencier 350 employés en Israël et quelques 7000 employés à travers le monde. Teva devrait même se retirer très vite de quelques 45 pays dans lesquels elle était implantée. Le Israël Hayom parle de stupéfaction sur le marché israélien. Mais Eran Bartal, l'un des experts économiques du journal, écrit ce matin « Teva est malade, mais elle n'agonise pas ». Les quotidiens, en particulier dans leur page économique, et pas seulement, reviennent ce matin sur ce véritable drame économique qui se produit dans cette compagnie qui a été longtemps la fierté d'Israël sur les marchés internationaux, bien avant que le pays ne devienne une start-up nation. Et puis, dans les suppléments du Shabbat, on peut trouver ce matin, par exemple, une analyse de Jackie Khouri dans le Maariv sur les relations entre Israël et la Jordanie, ou plutôt entre Netanyahou et Abdallah. Selon Jackie Khouri, au palais royal,
On est persuadé que Binyamin Netanyahou a une profonde hostilité pour le roi Abdallah depuis son premier mandat entre 1996 et 1999, depuis la fameuse affaire Khaled Mashal qui avait empoisonné, on peut le dire au sens propre et au sens figuré, les relations entre les deux pays à l'époque. Et puis encore, on peut lire dans les suppléments de cette semaine, dans le supplément du Yediot Aharonot, un article qui nous ramène à la protestation sociale de l'été 2011, un article qui estime que même si les résultats de cette protestation sont controversés, ses conséquences sont ressenties jusqu'à ce jour donc dans la société israélienne. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Je pense que nous serons en ligne dans quelques instants avec Ali Waked, qui est l'invité de notre rédaction ce matin pour parler de la communauté arabe israélienne. Ce sera tout de suite après un jingle. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.